André, Alain, Atondou, Liongo, 3 A qui se suivent. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Nos chemins se sont croisés il y a longtemps sur un plateau de télévision. Enfin, on est ensemble. C'est pas facile d'interroger un homme rodé, un rompu de la politique congolaise, très réservé, par moments philosophe. Mais vous n'êtes pas le premier, disons, vous n'êtes pas en première année de journalisme. Vous êtes un rodé aussi, vous êtes un rompu, un expérimenté. André Alain Atondou, ancien ambassadeur de notre pays à Kigali, auprès du gouvernement de Kigali ou du Rwanda, sous Habyarimana, nous sommes passés par Kigali plus d'une fois. On a visité l'école consulaire, j'en parlais ce matin, on a retrouvé vos traces, vos empreintes, les bâtiments, les enseignants, les autorités scolaires nous disaient ici, c'est une grande école consulaire. Non, ça c'est sous Atondou. C'est lui qui a construit ce bâtiment. C'est une école bien équipée. Hein. J'en parlais ce matin. Les bonnes choses, il faut toujours les dire. Mais aussi, on garde notre sens critique. Ancien PDG de la Gécamine commerciale. Ancien responsable de renseignement. Extérieur ou intérieur? Extérieur. Extérieur sous Feu Maréchal Mobutu. Ouais. Et puis l'ensemble... On appelle encore SNIP ou bien, comment on appelle encore SNIP. SNIP, c'est la fin. Oui. J'étais pendant quelques mois administrateur général de SNIP. Voilà. Oui. Et puis, voilà. Un politique dont l'expertise est sollicitée par des régimes qui sont venus après, le régime de Mobutu, toujours conciliant, moins bavard, et vous gardez votre vigueur. Et pourtant, vous avez traversé beaucoup d'époques. Qu'est-ce qui fait votre force sur le plan physique? Oh ben, sur le plan physique, c'est peut-être mon hygiène de vie. Hygiène de vie. Hygiène de vie. Dormir à temps, manger correctement, lire, trouver le temps de lire, de réfléchir. La lecture rajeunit? Oui, ça entretient l'esprit et rajeunit, creuse la curiosité qui est la caractéristique des jeunes et des femmes. Ça, c'est très important. Et puis, je fais du sport, le golf, natation, tout cela contribue à me conserver tant soit peu comme je suis. Et des temps à autres, à pied, sur les artères de Kinshasa un week-end, on dirait quelqu'un qui allait quelque part ou qui n'avait plus de moyens de locomotion. D'autres s'arrêtent. Est-ce qu'on peut vous prendre, monsieur Atondou? Non, non, je suis déjà arrivé là. Souvent à la recherche des infos ou c'est toujours l'exercice physique? C'est peut-être mon côté philosophe. Souvenez-vous, Diogène se promenait en pleine journée au marché d'Athènes avec une lampe en disant « je cherche quelqu'un ». Eh bien, moi aussi peut-être, je cherche une idée, je cherche quelqu'un, je réfléchis. Il est bon de s'isoler de temps en temps de l'environnement pour se projeter dans l'avenir. Parce que l'homme n'est que projet et ne doit être que projet. Si vous cessez de vous projeter dans l'avenir, eh bien, le pays ne peut plus compter sur vous. Ni la société d'ailleurs. Vous êtes à la tête d'un parti politique. Vous pouvez encore nous rappeler? Convention pour la démocratie et la République, qui est en hibernation stratégique pour le moment. En hibernation stratégique. Oui. Son hibernation toujours à Kingakati, ou c'est-à-dire au FCC? Non, je suis membre du FCC. Dans le cadre de la Ligue des Patriotes, je suis membre du FCC. Mais l'hibernation stratégique, c'est dans la mesure où nous avons décidé, au niveau du parti, de quitter
Kinshasa et de nous installer en province, d'avoir notre siège national en province, particulièrement à Ça doit être Bumba, voilà. votre fief. Voilà. Alors, vous avez des fonctions dormantes. On termine par là. Je fais une longue présentation de vous. Vous êtes PCA, président du conseil d'administration, testé négatif, pas à Covid, mais lorsque l'IGF est passé à la SNEL, vous continuez à exercer ces fonctions à la tête de la SNEL. Mais je ferme la parenthèse. Nous avons une maman qui est chargée d'affaires. Depuis le départ de Maître Nkoulou, qui est aujourd'hui juge à la Cour Kans, et à Kinshasa, nous avons accepté Karega, très arrogant, vous connaissez ce mot opératoire. Il a été jugé personne non grata en Afrique du Sud. Mais à Kigali, on n'a pas un ambassadeur offensif. On a une maman qui est là, qui se débrouille. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais je crois que lorsqu'on est représenté quelque part, la personne doit exercer ce pourquoi il a été désigné. C'est-à-dire, au moins, faire connaître la République démocratique du Congo, faire connaître son peuple et faire connaître à la République, le peuple rwandais, pour éviter des malentendus parfois préjudiciables, des malentendus inutiles, des malentendus plutôt de nature politique. Mais je pense qu'il faut que le Congo marque une grande présence au Rwanda, non pas seulement au Rwanda, mais dans tous les pays limitrophes. On a pris assez de temps pour quand même nommer un diplomate rompu, un patriote, un homme lucide à Kampala, et plutôt à Kigali. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça nous profite? On a pris beaucoup de temps pour trouver l'homme qu'il faut. Bon, c'est vous qui interprétez. Voilà la question. On a pris assez de temps pour le faire et ce n'est pas encore fait. Est-ce que c'est bien pour nous, sur le plan stratégique? Je ne sais pas. Le tout dépend du rôle que joue le chargé d'affaires. Si le chargé d'affaires joue bien son rôle, eh bien, il est ambassadeur faisant fonction. Et l'ambassadeur ne viendrait que donner une connotation plus protocolaire au niveau de la représentation, tandis que le travail de fond serait fait par toute l'équipe d'ailleurs. Hein. C'est toute l'équipe qui fait le travail. Il y a des petits exemples. Je suis arrivé au Rwanda en 87. Nommé par le feu maréchal Mobutu. Oui. Et il n'y avait rien de particulier. Et donc j'ai commencé par cette école. Et puis la première année, il n'y avait rien. J'ai joué à l'époque au tennis. J'ai invité une équipe congolaise de tennis avec le champion Ikelenge pour la fête du 24 novembre. Ils ont joué et ça crée de liens. L'année d'après, j'ai fait une semaine culturelle congolaise. Eh bien, ça a contribué à mieux faire connaître le Congolais. Après, avec le regretté Condé, nous avions convaincu le président Bemba. Condé Villa-Kikanda. Condé Villa-Kikanda, qui était alors gouverneur à Goma, je crois, et oui, moi ambassadeur. Nord-Kivu avec siège à Goma, parce que c'est lui voilà. Le bâtisseur. Alors, nous avons convaincu le président Bemba de programmer un vol régulier sur Kigali. Le président Bemba, le papa. Ah, Bemba Saolona, homme d'affaires. Il était président du FEC, ouais. N'est-ce pas? Et il a donc aligné un avion qui faisait chaque fois, je crois que ça arrivait le vendredi et ça rentrait le dimanche. Ce qui permettait aux Rwandais de venir à Kinshasa le week-end et de ramener le dimanche ou le lundi l'ambiance quinoise et ça contribuait à amoindrir des tensions inutiles. Sous Abiyarimana,
depuis ce temps, il y a eu suffisamment d'eau qui a coulé sous les ponts. Je ne dis pas sous les ponts Mirabeau, mais il y a quand même... Sous le pont de la Rouzizi, peut-être. Comment? Sous le pont de la Rouzizi. Oui, pont de la Rouzizi, parce que la Rouzizi alimente les grands lacs sur le plan énergétique. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, la diplomatie a démontré ses limites. Nous sommes en guerre. Le Rwanda nous agresse par son sous-traitant M23, qui est connu. Que faire? Parce que toutes les recettes, et sous Joseph Kabila, et maintenant sous Félix Tshisekedi, ne donnent pas des réponses effectives et efficaces et adéquates. Donc, les pillages continuent, et maintenant, on sent qu'il y a tension. Comment pousser ces limites? La diplomatie ne peut pas avoir des limites. Parce que la diplomatie est, comme disent les philosophes, j'espère, c'est une situation limite. C'est-à-dire une situation à laquelle tout le monde recourt en dernière minute. Même les belligérants. Pour conclure une guerre avec un vainqueur et un vaincu, ils se mettent autour d'une table. Mais c'est ça la diplomatie. Parce que la diplomatie garantit non seulement le présent, mais l'avenir. Lorsque vous avez terminé une guerre avec un accord déséquilibré, eh bien ça prépare une autre guerre. Et voilà pourquoi la diplomatie ne connaît pas de limites. Mais par contre, la diplomatie progresse, selon l'expression de Kissinger, à petits pas. Effectivement, par saucissonnage. La diplomatie a le temps et utilise le temps pour atteindre ses objectifs, quelles que soient les difficultés. Toute guerre, retenez, se termine autour d'une table. Une table, c'est la diplomatie. Le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi fait-il recours à vos services, à votre expertise en tant qu'homme des renseignements, en tant que diplomate, pendant cette crise ou avant? Question délicate. Non. On sent que vous êtes resté à la tête de la SNEL. Je ne sais pas si c'est gratis, Prodeo. Mais on en parle quand même, on est en direct. Non. Le président de la République a prêté serment pour être le président de tous les Congolais, de toutes les tribus, de tous les partis, de toutes les convictions religieuses, des partisans et des opposants. Donc, à ce titre, il a la possibilité démocratique de faire appel à qui il veut. Voilà. Donc, je pense que le président emploie qui il veut. C'est la diplomatie secrète aussi. La diplomatie secrète, en général, on ne connaît pas le visage de l'homme, on ne connaît même pas ses actions, mais on voit le résultat à travers les diplomates traditionnels. Je reviens à vous. Vous avez répondu à cette préoccupation. Je voulais qu'on aille un peu plus loin. Christian Kalonji, nous sommes en direct. C'est votre dernière livraison en termes de grands titres de l'actualité sur Télé 50. Rebonjour. Rebonjour Fabien, merci d'être avec nous mesdames et messieurs. Place à l'actualité sur Télé 50. Le pays a besoin des investisseurs et des capitaux. Déclaration du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de la deuxième réunion d'évaluation de l'état de la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles en matière de climat des affaires en République démocratique du Congo. La rencontre RDC-Rwanda dans le cadre de la commission mixte prévue ce 12 juillet à Luanda est reportée pour le 20 juillet prochain, affirment les sources diplomatiques. Raison avancée, les obsèques de José Eduardo dos Santos.
Puis les travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC ont été lancés par Christophe Mbosonkodia à Lilongwe au Malawi. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale et président en exercice du FP SADC a appelé les parlementaires de la SADC à condamner sans équivoque l'activisme des groupes terroristes dont le M23 est leur parrain. En politique, justement, l'opposant Martin Fayoulou séjourne à Kisangani, où il a lancé les activités du congrès ordinaire de son parti SID. Prenant la parole, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a mis en garde contre toute fraude électorale en 2023, appelant ainsi le peuple à se mobiliser pour barrer la route à cela. Et puis en France, la motion des censures déposée par l'alliance de gauche NUPES contre le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne a été rejetée par l'Assemblée nationale. Elle n'a accueilli que 146 voix sur les 289 requises pour son adoption. En Asie, les funérailles de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné vendredi dernier lors d'un meeting électoral, ont débuté hier à Tokyo et se poursuivent ce mardi. Les hommages officiels devraient également commencer aujourd'hui. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Voilà, nous revenons à vous. Monsieur Atondou, on sent que vous êtes pour le dialogue, pour l'axe diplomatique, et surtout le rétablissement de, comme on dit à Washington, des escalades. Mais vous connaissez l'interlocuteur. Vous avez été là, vous connaissez la ruse du FPR et de son dirigeant, ce Joseph Kabila, même jeu, même scène, même spectacle. Pour ne pas revenir à Bernard Dadier, il n'y a que la cachotterie, comment on appelle ça, cachotterie, il n'y a que le mensonge, manipulation, on n'est pas franc. Ce qui intéresse, c'est le pillage des richesses du Congo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses autrement? Je n'avais pas terminé mon développement parce que vous avez parlé de la limite de la diplomatie. Je vous ai dit que la diplomatie n'a pas de limite, on y a toujours recours. Mais pour donner une consistance à la diplomatie bilatérale comme celle-ci, il faut avoir une force dissuasive. Il faut avoir une force dissuasive. Donc l'armée. Oui, absolument. Les forces de la défense. Il faut que dissuasive, ça veut dire que l'autre doit craindre pour sa sécurité s'il se hasarde à vous attaquer. Il nous faut s'attendre ici. Il faut avoir cette force-là. C'est un argument de négociation et de dialogue. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous nous limitons seulement au dialogue et nous laissons la sécurité de nos frontières à la main de Dieu. Non, parce qu'une société n'est jamais homogène. Il y a des éléments étrangers, il y a des éléments perturbateurs, il y a des traîtres, etc. Il faut que l'État ait les moyens de contraindre chaque citoyen à la républicité, de contraindre chaque citoyen à veiller à l'intérêt de la communauté nationale, l'intérêt bien compris, d'empêcher les envahisseurs, je veux dire les envies, n'est-ce pas, de venir exploiter nos richesses sans cadre. Voilà pourquoi, je pense, le président Tshisekedi
poursuit probablement une opération on pourrait dire, d'insularisation stratégique, c'est-à-dire mettre tous les moyens pour que notre pays ne soit pas victime des attaques intempestives. Tous les moyens, c'est d'abord cette armée dissuasive. Tous les moyens, c'est l'autonomie alimentaire pour ne pas dépendre forcément de l'autre. Mettre tous les moyens, c'est créer un cadre de concertation et de coopération économique avec les voisins. Ça, c'est le strict minimum. Alors, pour parler de ce cas de concertation avec les voisins, vous avez vu, le Museveni, autrefois en TB, disait que sans le Grand Nord du Nord Kivu ou la partie orientale du Congo, l'industrie manufacturée de l'Ouganda souffrirait énormément pour couler sa marchandise. Et du coup, Museveni, avec Félix Tshisekedi, se montre un peu favorable pour la construction des routes, ainsi de suite. Mais Museveni ne joue pas franc jeu, c'est manipulateur aussi, c'est pas quelqu'un de très clair. Vous voyez, avec Kagame, il y a eu le protocole d'entente, ce que certains ont appelé les accords. Tshisekedi, Félix, de bonne foi, mais sans connaître la ruse de celui qui va encore avoir plus de 20 ans à Kigali. Et vous avez vu que tout cela vole en éclats. Là, à Washington, à New York, hypocrisie. Ce qui intéresse les multinationales, c'est les pièges de nos ressources. Addis Abeba, l'Union africaine est très faible, manipulée. Il n'y a que la SADC qui semble sortir la tête de l'eau. Tshisekedi est-il un homme seul? Revenir, se rabattre sur la SADC comme l'avait fait Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous conseillez? De toute évidence, Tshisekedi n'est pas un homme seul, parce qu'il hérite de l'amitié historique que ce pays a à travers, ou a eu à travers ses grands leaders. Donc il n'est pas seul. Deuxièmement, une guerre, c'est 2-3 choses. L'armée, dissuasive absolument, mais c'est le renseignement et la communication. Vous savez que la communication, ce n'est pas mentir, mais ce n'est pas dire la vérité non plus. Donc la communication est une opération soft de manipulation, différente de la propagande. Est-ce qu'il y a des stratèges qui coachent, qui accompagnent cette communication des guerres? Avant d'avoir des stratèges en communication, il faut avoir des stratégistes, des gens qui réfléchissent sur la communication. Et Thiès de le faire. Thiès de les forme. Pardon? Le collège de hautes études de stratégie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, forme ces gens, ils sont nombreux. Mais il faut le voir à l'œuvre. Est-ce qu'ils passent leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en place avant d'appliquer une stratégie particulière pour une situation donnée? Le stratégiste est important. Quel distinguo entre un stratégiste et un stratège? Un stratégiste, c'est celui qui réfléchit de façon générale sur la stratégie. Une guerre, ça se gagne comme ceci, ça se gagne comme cela. Mais notre guerre, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est le travail du stratège. C'est le travail du chef de l'armée. Tandis que le stratégiste, on va résumer, se retrouve au gouvernement, se retrouve dans l'entourage du chef de l'État, se retrouve au Parlement. Eh bien, le stratège se retrouve sur le théâtre des opérations. Voilà, on comprend la différence, mais nous revenons sur le terrain. Et à ce stade ici, qui va aider, parce que toutes les organisations, vous vous souvenez, le Sud-Africain Ramaphosa
a boudé le sommet du Commonwealth à Kigali. Vous connaissez que la SADC est plus pratique que théorique. Nous venons d'adhérer à la communauté est-africaine. Est-ce qu'il fallait disperser des énergies comme ça ou il fallait seulement réactiver beaucoup plus l'axe SADC? D'abord, nous ne dispersons pas l'énergie. On adhère dans beaucoup d'organisations oui, nous adhérons, qui sont infructueuses. Nous adhérons à ces communautés différentes en fonction de notre situation géostratégique, géopolitique, géographique. Nous pouvons laisser l'Est du pays, qui est tourné vers l'Est du continent, eh bien nous ne pouvons le laisser isolé. Nous ne pouvons laisser le sud du pays, qui est tourné vers l'Afrique australe, isolé. Donc, s'il y a une communauté de l'Ouest, je me souviens quand nous avions adhéré au SADC, on disait mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Nous sommes de l'Afrique centrale, le SADC c'est l'Afrique australe. Mais ce comportement politico-diplomatique est dicté par les impératifs de notre situation géographique. Nous avons 9 voisins, nous allons au sud, à l'est, nous sommes tout à fait à l'est, il y a le corridor nord. Souvenez-vous que pour aller au nord, voilà, il faut passer par l'Ouganda, etc. et là-bas. Et eux, ils trouvent que l'est du pays, c'est un grand marché, comme l'a dit le président Museveni. Donc il ne peut pas se passer. Donc c'est à nous de nous organiser pour avoir des anticipations rationnelles sur le plan économique, sur le plan diplomatique, grâce notamment aux stratégistes sur le plan politique et autres, et à l'intelligence économique sur le plan économique. Nous devons agir, non pas réagir, nous devons dévancer les événements grâce à l'intelligence économique, grâce aux réflexions des stratégistes. Sous Mobutu, les services de renseignement étaient aussi très actifs dans les chancelleries, dans les ambassades du Congo ailleurs. Est-ce que pendant ce temps, au-delà des attachés militaires, est-ce qu'il y a des gens qui sont en éveil, qui travaillent pour ça? Je ne crois pas révéler un secret d'État pour notre pays ou même pour le monde entier. Eh bien, une ambassade est étoffée en fonction des intérêts du pays où l'on travaille et du pays qui vous envoie. J'étais conseiller d'ambassade à Paris. J'étais le représentant officiel du service de renseignement auprès du service extérieur français. J'avais mes entrées, j'avais ma carte, j'ai entré comme chez moi. Ça dépend du degré de coopération. Nous avions des relations avec Israël, et bien à Paris, je rencontrais régulièrement mes collègues israéliens pour échanger. Nous recevions des informations sur le Moyen-Orient et nous leur donnions des informations sur l'Afrique centrale. C'est ça la vie, il faut échanger. Parce qu'il y a des alliances stratégiques, mais il y a aussi des alliances conjoncturelles. Il y avait plus de... Mais toute organisation nécessite la mise en place ou la mise à disposition des moyens conséquents. Et les hommes, des patriotes. Absolument. Des vrais D'abord, patriotes. bien formés sur le plan professionnel et sur le plan de l'éthique. Parce qu'entrer dans le service de renseignement n'y entre pas qui veut. On passe des tests intellectuels, des tests moraux. Il faut absolument croire à son pays pour être dans les services de renseignement. Il faut croire en son pays. Il faut croire à la vision de son chef. Parce qu'on est au service du pays par le chef ou les responsables qui exercent leur mandat. Certains analystes parlent
d'une guerre économique qu'il faudrait asphyxier le Rwanda par des sanctions économiques. Nous avons commencé, mais ne sommes pas allés au-delà. Apparemment, nous avons pitié du Rwanda. C'est pas quelles sont les pesanteurs, qu'est-ce qu'il y a au juste dans les non-dits entre, entre les dirigeants de pays. Mais, par exemple, interdire aux produits rwandais d'être achetés sur le sol congolais, comme on a interdit l'exploitation du ciel congolais par Rwandair, et certains pensent qu'il faut aller au-delà, fermer la frontière, et là, ils vont être asphyxiés, la population s'apprendra Kagame, et puis toutes les sociétés qui ont des liens avec le Rwanda, voilà, leur demander de plier bagages au pays, quelles que soient les conséquences. Quelle est votre réaction personnelle? Moi, je pense que toute action diplomatique dirigée pour ou contre doit faire l'objet d'une étude préalable, d'une anticipation rationnelle. Je prends l'exemple de l'Ukraine. On a pris des sanctions contre la Russie, de plus en plus des sanctions. Mais les répercussions, il y a eu comme un boomerang aussi sur ceux qui prennent des sanctions. Jusqu'à présent, la Russie livre encore du gaz aux États européens. Oui, mais un pourcentage réduit. Non, mais ça c'est sa pression. C'est la pression de la Russie. Et donc nous devons savoir si... Déjà, il y a de l'agitation en Europe. Maintenant, à l'approche, dès que l'été termine, à l'approche de l'hiver après l'automne, si Poutine dit l'entretien continue, Gazprom ne sera pas à mesure de fournir, il faut attendre l'entretien, eh ben, ça sera des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi je dis, nos stratèges et nos stratégistes doivent analyser les situations, disons, analyser dans leur contexte concret les décisions et les conséquences des décisions que nous prenons. Parce que le Rwanda n'est pas seul. Il n'y a pas que le Rwanda qui a besoin de nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi besoin du Rwanda parce que le Congo ne se trouve pas à Kinshasa. Le Congo se trouve aussi à Goma. Le Congo se trouve aussi en Ituri, etc. Mais au centre du pays, on dit lorsque la viande, les dents ne sont plus à mesure de couper les morceaux de viande, eh ben, il faut recourir au couteau pour couper, vous couper et puis vous avaler. Je ne comprends pas le sens de votre... Vous êtes un philosophe, vous avez compris... non, justement, je n'ai pas compris. Couper, ça veut dire quoi? Lorsque les dents ne sont plus à mesure de bien mâcher la viande, on fait recours au couteau pour couper les morceaux et les avaler. Bon, la viande c'est quoi? Celui qui mâche c'est qui? Celui qui emploie. Il y a des mesures qu'on peut prendre, même si elles auront des conséquences. Après, sur Goma et l'est du pays, mais ce sont des mesures contraignantes qui pourront faire agenouiller l'ennemi. Je crois qu'il faut faire confiance aux autorités du pays qui ont un sens élevé et bien compris de nos intérêts majeurs. En attendant de prendre ces décisions concrètement, nous devons réfléchir, l'élite, réfléchir sur le sens que nous voulons donner. Est-ce que nous poursuivons une guerre? On réfléchit pendant la guerre. Oui, il faut réfléchir pendant la guerre. Mais il y a des étapes qui précèdent. Pendant la paix, quand on réfléchit à la guerre. Pendant la guerre, on réfléchit à la paix. Il y a une planification, il y a des hommes dont on doit s'entourer. En temps de guerre, il y a des choses qu'on ne peut pas se mettre à faire quand même. Si, dans toute guerre, tout le monde n'est pas sur le terrain des opérations. Il y a les états-majors. Donc il faut que nous ayons
un état-major politique, diplomatique, militaire dans cette atmosphère ou dans cette guerre qui nous est imposée. Il faut. Vous avez suivi Kagame sur France 24. Oui. Bon, mais c'est pas quelqu'un qui ménage ou qui est tendre vis-à-vis de ses protecteurs américains, européens. Vous suivez à Washington un discours comme, par exemple, condamner, reconnaître l'implication du Rwanda militairement au Congo, ou son intervention à travers son étiquette M23. Le Sénat l'a dit, les Canadiens l'ont dit, et ainsi de suite. Bon, ben voilà. Est-ce que les Congolais doivent se faire hiberner par ce langage du partenaire dit stratégique et privilégié, et puis ce discours un peu va-t-en-guerre ou d'arrogance de Kigali vis-à-vis de ceux qui le portent, Moi, j'ai trouvé ce qu'ils ont fait contre Abiyarimana. J'ai suivi l'interview du président Kagame sur France 24. J'ai trouvé un homme particulièrement réfléchi et astucieux. Il ne pouvait pas, dans cette interview, être un va-t-en-guerre. Souvenez-vous, si vous l'avez suivi, il dit toujours « Moi, je suis pour la paix, je ne parle pas de la guerre. » C'est la même hypocrisie, mais il évoque le FDLR, il évoque la menace. Oui. Les FDLR ont été renvoyés chez lui, il les a retournés, entraînés sur notre territoire. Continuer. Il a fait également contre le Burundi, Ndayishimiye le connaît mieux que comment on appelle Pierre Nkurunziza. Analysons brièvement le même langage de Kagame. La lecture de cette interview, c'est que le président Kagame a les mains liées. Il sera pendant 1 an le responsable de la conférence du Commonwealth. Ça a été chez lui, etc. Donc, il ne peut pas faire ce que le Commonwealth ne ferait pas ou ce qui générait le Commonwealth. Alors, nous devons mettre à profit cette période de pause tactique pour améliorer notre offensive diplomatique, pour améliorer notre offensive sur le terrain. Si aujourd'hui nous parvenons à pourchasser les terroristes du M23 et les consorts, groupes armés, en dehors de nos frontières, ils seront obligés de se réfugier quelque part. Et nous avons le droit de poursuite. Eh bien, si nous le poursuivons, comment allez-vous le faire et que nous parvenons à maintenir notre supériorité sur le terrain, eh bien, les autres vont nous prendre au sérieux lors des négociations. Le Congo a beaucoup de têtes bien pensantes, aussi intelligents, réfléchis, astucieux. Mais on nous interdit d'acheter des armes. S'il y a un accord pour acheter des armes, le livreur doit donc le déclarer, il doit dire ce qu'il doit nous vendre. Voilà, nous allons bouter ces gens avec quoi? Quand on sait que vous avez telle arme et on vous envoie des armes qui sont plus puissantes que celles que vous détenez. D'abord, les armes, c'est en fonction des exigences de la sécurité de notre pays. Deuxièmement, dans aucun pays au monde, l'embargo n'a empêché à ce pays d'avoir des armes. Je suis bien placé pour le dire, du fait de mes anciennes fonctions. Donc, le Congo doit se battre, et j'ai cru entendre une lecture différente, que l'embargo concernait le M23 et ça ne concernait pas la République. Et donc, nous devons
L'embargo Au concernait... Conseil de sécurité, Oui, oui, oui. il s'agissait du M23. Non, j'ai entendu une autre lecture. Il y a un courant qui explique, que je crois que c'est du côté des États-Unis, que l'embargo concerne le M23 et non la République qui a l'obligation de se défendre. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut faire entrer la diplomatie secrète et les services de renseignement pour consolider cette lecture. Votre temps est précieux. Dernière préoccupation. Vous êtes un homme rodé, les renseignements, diplomatie, voilà, stratégie. À Washington, l'hypocrisie est connue. Nous sommes des partenaires stratégiques privilégiés, voilà. Mais dans la praxis, on voit autre chose. Le régime de Kagame est soutenu militairement et financièrement par les anglo-saxons. Et le pillage de ce Congo, c'est connu, ce n'est plus un secret pour personne. Sous Mobutu, qui a travaillé avec vous, c'est moi qui ai travaillé avec lui. Voilà, avec qui vous avez travaillé, merci. On a déstabilisé l'Angola avec Savimbi qui avait base arrière, une des bases arrières au Congo, au Zaïre, 27 ans de guerre, jusqu'au moment où on la livrait. Et le régime du Zaïre, c'était aussi, voilà, cette plaque tournante pour cette rébellion. Alors, je vous ai entendu. Est-ce que vous croyez, je vous pose des questions que l'opinion se pose, et je les pose sans porter des gants. Vous croyez vraiment à la sincérité de nos partenaires stratégiques privilégiés? Je vous ai entendu plusieurs fois, en marge de cette question d'ailleurs, parler de l'hypocrisie. Vous n'avez pas parlé d'immoralité, etc. Mais je voudrais vous rappeler la définition de la politique selon Franz Gisbert, l'auto, je crois que c'est le biographe de Mitterrand. La politique n'est pas une morale. La politique n'est pas une mathématique. La politique est une dynamique de l'irrationnel. Il faut savoir profiter du courant. C'est ça la politique. Et donc, dans les relations internationales, on ne parle pas de moralité. On parle de loyauté, c'est-à-dire le respect des engagements qu'on a pris. Mais on doit arrêter de nous rabâcher les oreilles, interviews, personnalités qui viennent. Oui, le Congo, voilà, nous travaillons pour la prospérité, pour la paix et le développement. Le Congo, c'est un partenaire stratégique privilégié. Pourquoi on doit arrêter de nous rabâcher les oreilles avec ça? C'est la vérité. Le Congo, par sa situation géostratégique, est un partenaire privilégié pour les États-Unis. Qu'on déstabilise pendant plus de 20 ans déjà. C'est parce que nous avons connu une rupture dramatique. Le passage entre la fin du régime Mobutu et l'avènement de Afdel, ça a été une rupture, une déstructuration de notre mental politique et de notre mental tout court. Donc, il y a des répercussions jusqu'à ce jour. Mais plus de 20 ans, quand on sait ce qu'on fait sur le terrain, mais on est en train quand même de nous amener à une situation insupportable. Nous avons des tympans, des oreilles épircochées chaque jour avec un bon français diplomatique. Vous donnez l'impression que sur le plan diplomatique, en termes de relations internationales, le Congo est une entité passive. Non, le Congo doit être actif, doit être proactif, doit être dissuasif. Il faut pour cela que
pour les questions essentielles comme celle-là, que tout le monde pense et agisse dans la même direction. Que tout le monde soutienne celui qui a la responsabilité morale de défendre les valeurs qui structurent, des valeurs qui ont créé et qui structurent notre société, notre République. L'embargo sur les armes, ce n'est pas contre les M23, parce que le M23, ce sont les Rwandais. Je vous ai dit, j'ai entendu une autre lecture. Ah, c'est-à-dire, oui. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le président Tshisekedi n'est pas seul? Non, il n'est pas seul. Il y a une autre voie. Le roi était ici, qu'est-ce qu'il a dit? Et les différentes autorités qui l'ont accompagné. Il faut respecter la souveraineté du Congo. Les États-Unis pensent également la même chose. Mais nous ne devons pas nous contenter de ces déclarations. Nous devons agir pour que ces déclarations se traduisent en actes politiques concrets. C'est à nous d'agir. Voilà. Donc, un téléspectateur dit la CIA, la Mossad et autres services de renseignement français et belges sont très actifs ici. Bon, je peux faire une parenthèse, mais je vais même lui répondre. Il vous pose la question. Quel est votre rapport en tant que stratégiste face à la situation qui prévaut dans l'est du pays maintenant, la guerre? Il y a un certain temps, on aurait dit qu'ici à Kinshasa, tous ces pays-là, tous ces services sont actifs, mais aussi l'AND à l'époque. Parce que nous avions un service de contre-espionnage. Est-ce que le contre-espionnage travaille maintenant? Bon. Parce que ces services français, belges, ce sont des américains, israéliens recrutent des Congolais ici dans tous les domaines. Bon, voilà. Les relations entre États fonctionnent sur la base d'un gentleman agreement. Je vous ai dit... Ça signifie quoi, gentleman agreement? C'est-à-dire d'une convenance de comportement, de l'acceptation d'un certain nombre de comportements. Je vous ai dit, j'étais le représentant des services congolais aérois en France. On connaissait mes activités. Il y a des activités qu'on faisait ensemble. Eh bien, nous savions que les services français étaient ici. Nous connaissions leurs activités. Il y a des activités qu'on faisait ensemble. On ne quitte pas ces services définitivement. Est-ce que maintenant, en tant que stratégiste, vous avez un apport? Si on ne peut pas le faire sur le plateau, peut-être que vous pouvez écrire, les instances compétentes peuvent bénéficier de ça. A-t-on donné pas n'importe qui quand même? Non. Je vous dis que ce que je vous dis là, ce sont les b.a.-ba des relations internationales. Il ne faut pas être naïf pour croire qu'il n'y a pas de service de renseignement ici chez nous. Le premier espion de tout temps, c'est l'ambassadeur. Est-ce que nos ambassadeurs appauvris comme ça, ils font leur boulot d'espion dans leur pays, absolument. Dans les pays auprès du gouvernement ou dans les pays où ils sont accrédités? Oui, mais absolument. Quand vous faites votre rapport, vous dites, par exemple, en France, le président Macron n'a pas la majorité pour ceci, pour cela, pour cela. Mais c'est un travail d'espionnage. Quand vous dites qu'en France, nous avons intérêt à travailler avec la France pour telle raison, c'est un service d'espionnage. Donc, il ne faut pas craindre le mot. La réalité est simple et elle est quotidienne. Tout citoyen est un espion pour son pays. C'est ainsi que... Pour bien faire ce travail, nos ambassadeurs doivent être dans la suffisance quand même, juste le minimum. Il est à mesure de prendre un café dans un 7 étoiles, avoir des informations auprès de tel ou tel, il faut des sous et autres. Mais on les a placés ils ont juste le minimum. Est-ce que c'est possible? La pauvreté, la misère et les indigences sont des forces qui changent le monde. Les révolutions telles que ça se passe
au Sri Lanka aujourd'hui, c'est à cause de la pauvreté, de l'indigence et de la misère. Eh bien, ce que vous citez, ce ne doit pas être une faiblesse pour nos diplomates. Bien sûr, l'État a l'obligation de leur donner le minimum. Si l'État n'est pas en mesure, mais cela ne doit pas refroidir leur ardeur patriotique de rechercher les intérêts de notre pays et de les défendre. Moscou nous fait les yeux doux. Est-ce que nous pouvons saisir l'opportunité, parce que les relations diplomatiques, c'est de l'irrationnel. Le rapport entre États, il n'y a pas des mathématiques. 1 + 1 = 2. Est-ce que nous pouvons saisir cette opportunité? Est-ce que notre Constitution nous interdit d'avoir des relations diplomatiques avec un pays? Non. Quelconque. C'est-à-dire Donc, ça veut dire amener Moscou ici à nous, avec les armes pour à mettre nous, fin à cette insécurité qui endeuille le pays. Des millions de morts. C'est à nous de déterminer les pays avec qui nous devons avoir des relations et le type de relations. Je vous ai dit que du temps du Zaïre, il y avait des attachés militaires. Mais donc, pas avec le Kremlin. Pas avec le Kremlin. Mobutu était au service de la CIA. Ne présentons pas de façon aussi simpliste. Mobutu était un partenaire stratégique qui était du côté occidental. Oui. Et donc, il avait un certain nombre de principes à respecter. Mais quand même, Mobutu est allé en Chine. Oui, mais la Chine n'était pas celle d'aujourd'hui. Grande puissance économique, même militaire aussi. Voilà une raison de plus. Oui. Mobutu est allé en Chine. Mobutu est allé en Corée du Nord. Mais c'était au service de la CIA aussi. Non, nous sommes tous au service de nos partenaires. Nous sommes tous... Nous demandions des services aussi à la CIA. Nous demandions des services au service français. Eux, ils nous demandent, nous les rendons. Nous demandons, ils nous le rendent. C'est ça ce que j'appelle le gentleman agreement. Je peux vous donner un exemple. Oui. Il y avait un opposant, dont j'oublie d'ailleurs le nom, qui nous dérangeait en France quand j'étais là. Je demandais au service français, comme je ne pouvais pas agir, j'ai demandé au service français de faire tout pour que ce monsieur quitte la France. Eh bien, ça n'a pas pris 24 heures. Les services français sont allés à la résidence de ce monsieur, ils ont trouvé sa femme, ils ont mis le tout sens dessous, ils ont dit à ce monsieur, à sa dame, dit, si nous retrouvons votre mari ici, eh bien, vous êtes responsable. C'était un Français. Eh bien, un Français. Le monsieur, à l'époque. C'était un Zaïrois. Ouais. Le monsieur a quitté la France avec le dernier train pour la Belgique. C'est le genre de ça. Ça, c'est tout à fait... Si le président Félix Tshisekedi décide, par exemple, aujourd'hui, de nommer Atundu Liongo à Kigali comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, vous accepteriez? D'abord, ça ne dépend pas que du président Tshisekedi. Cela est précédé par des contacts diplomatiques. Il faut que le Rwanda accepte une personne garante de l'amélioration des relations. Et comment nous, Kinshasa, on a accepté naïvement Karega, chassé de l'Afrique du Sud, avec tout ce qu'il a fait là-bas, comment nous l'avons accepté ici? Je ne sais pas s'il faut ainsi traiter nos services. Ce n'est pas parce que Karega a été chassé d'Afrique du Sud qu'il ne représente pas un intérêt pour nous. Ah, il représente un intérêt pour vous? Non, j'ai dit en toute hypothèse. On peut vous chasser. On peut vous chasser d'Afrique du Sud. Bon, il y a un ami des services, Yende. Cet activiste, Yende, l'ambassadeur Yende. Vous aimez ça? Non. Même sous Mobutu, non. Vous avez vu quel diplomate qui a su défier les Congolais, les Zaïrois, en temps de Mobutu comme ça? Fabien, nous faisons une réflexion stratégiste. Non, moi je fais mon boulot. Vous faites votre boulot, mais écoutez aussi. Oui. Parce que si nous suivons l'émotion, nous allons nous engager dans une voie d'impasse qui va nous humilier
et qui va nous traumatiser pour le reste de l'existence. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà humiliés? Combien de morts dans l'Est du pays? Combien? Nous avons été humiliés où? Depuis que Mobutu est Nous avons été humiliés où? On n'est pas humilié. Non. Ce deuil permanent, ce Non, pays va bien. on n'est pas humilié parce que au Rwanda, ils ont toujours le souvenir du passage du général Maïlé envoyé par Mobutu. Il nous a humiliés. Non, on ne peut pas construire une diplomatie sur le sentiment. On construit une diplomatie, une politique sur les intérêts bien compris et majeurs du pays. André Alain Atondou, Liongo, je vous remercie. Je vous remercie, Fabien. Très bonne journée. À vous autant. Le second invité, pour boucler la boucle,